Bonjour, moi je suis le docteur Céline Coroller-Beck, je suis praticien hospitalier urgentiste au centre hospitalier du Mans. Je suis également chef du service de prévention des infections associées aux soins du centre hospitalier du Mans et médecin coordinateur du Lutin 72 qui est un relais territorial en hygiène. Bonjour, je suis Stéphanie Gefflot, infirmière hygiéniste à l'hôpital à domicile de Nantes et Région et je suis en charge de l'information auprès des infirmiers libéraux concernant les dispositifs invasifs. Pourquoi la prévention des infections liées au cathéter est importante? Alors, les infections associées aux dispositifs invasifs comme les cathéters sont très importantes puisqu'elles ont des conséquences pour les patients, pour les soins et leur prise en soin. On a pu voir grâce à la mission nationale SPIADI qui étudie les bactériémies sur les cathéters depuis 2019 qu'il y avait une part importante de bactériémies associées aux soins et notamment pour les PICC line et les midline dont les bactériémies liées à ces dispositifs invasifs augmentent entre 2019 et 2023. Par exemple, en 2019, la part des infections au midline était de 1% contre 5% en 2023. Pour le PICC line étant un cathéter veineux central, la part des infections de PICC line sur toutes les bactériémies liées à un cathéter veineux central était de 20% en 2019 et 29% en 2023. Nous voyons donc qu'il y a une part importante des bactériémies associées aux soins liées à ces deux dispositifs invasifs que sont le midline et le PICC line. De plus, c'est également important de faire attention à la façon dont on va gérer ce type de dispositif. Pourquoi? Parce que l'infection peut survenir par différents moyens. Elle peut survenir soit par voie cutanée, avec notamment lors de la pose, avec la flore cutanée du poseur, la flore qu'on peut avoir sur nos mains, mais également la flore cutanée du patient. Lors de la pose, elle peut aussi se coloniser, le site peut aussi se coloniser de façon secondaire. Il y a un autre type d'infection, une autre voie, qui est la voie endoluminale, lors des manipulations. Et les manipulations, elles se font soit par le professionnel qui manipule le cathéter, soit parfois le patient qui est un petit peu curieux, regarde son dispositif invasif et peut éventuellement être amené à le toucher. L'autre voie est la voie hématogène. Il suffit que le patient ait une infection dans un autre endroit de son organisme et à ce moment-là, les bactéries aiment bien aller coloniser un dispositif invasif comme le cathéter. Et la dernière voie est éventuellement, dans des cas extrêmement rares, l'infection du soluté qui est perfusé. Stéphanie, pouvez-vous nous dire quels sont les points clés pour l'entretien et le maintien du PICC line et du midline afin de prévenir le risque infectieux? Alors, les points clés, il y a d'abord la tenue de l'opérateur. Le soignant doit porter une blouse à usage unique ou une tenue professionnelle propre. Il doit porter un masque de soins. Il doit avoir les mains parfaitement propres, donc utiliser la solution alcoolique à toutes les étapes du soin. Et concernant les connexions proximales, il faut utiliser une paire de gants stériles. Après, il y a tout ce qui est manipulation. Donc les manipulations du PICC line ou du midline, c'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est une voie d'abord qui se ressemble et qui ont les mêmes entretiens et la même manipulation. Donc pour les manipulations, on va utiliser des compresses stériles avec de l'alcool à 70. Une étape qui est extrêmement importante, c'est vraiment la désinfection des valves avec de l'alcool à 70. Les valves bidirectionnelles, il faut vraiment avant chaque utilisation et après chaque utilisation les désinfecter de manière énergique par friction de 15 secondes minimum et sur leur entièreté, même si elles sont protégées par un capuchon désinfectant. On en voit de plus en plus à l'hôpital comme à la ville. Autre chose très importante sur l'entretien des PICC, c'est le rinçage pulsé. Le rinçage pulsé permet vraiment de nettoyer la lumière du cathéter et le fait de pulser ce rinçage permet de nettoyer les berges au lieu d'avoir un flux laminaire, ce qui permet de lutter contre le biofilm et l'obstruction du cathéter. La dernière étape, ça concerne le pansement. Donc le pansement de PICC line est à faire une fois par semaine. Il doit être protégé par un pansement qui est transparent. Si on s'aperçoit que le pansement n'est pas occlusif ou que le pansement est souillé, il est possible de le refaire avant la période de 7 jours.
Donc, le pansement comprend le changement de la valve si elle n'est pas intégrée au dispositif et le pansement en lui-même. On va faire une antisepsie large, une antisepsie de temps si on a à disposition un antiseptique alcoolique. Si ce n'est pas le cas, notamment en ville, puisque l'antiseptique alcoolique en ville n'est pas remboursé, donc on va faire une antisepsie 5 temps. J'attire l'attention sur le fait que l'antiseptique doit être posé et qu'il y ait un séchage spontané qui est important pour garantir l'efficacité de l'antiseptique. Stéphanie, quels sont les critères de surveillance de ces deux dispositifs que sont le PICC Line et le Midline? Au quotidien, les critères de surveillance sont de regarder quotidiennement le point de ponction du cathéter, voir s'il n'y a rien d'anormal, vérifier que le pansement reste bien occlusif et surveiller la température du patient de manière quotidienne. La formation pour ces deux dispositifs, selon vous, est-elle indispensable dans tous les secteurs, que cela soit sanitaire, médico-social ou ville? La formation est essentielle. Et il faut d'abord bien connaître son dispositif médical. Et ça, c'est pas toujours évident quand les gens rentrent à domicile. Aujourd'hui, on a donc le Midline et le PICC Line, et ce sont deux dispositifs qui sont différents. Le PICC Line est une voie centrale, donc le bout du cathéter est monté jusqu'au cœur, alors que le Midline s'arrête au niveau du creux axillaire et du coup n'est pas considéré comme une voie centrale. Pour connaître son dispositif médical, aujourd'hui, les laboratoires mettent sur le dispositif médical des indications qui permettent de savoir quel type de dispositif on utilise, soit le PICC Line, soit le Midline. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de bien savoir identifier le type de matériel qu'on utilise. Généralement, quand les patients rentrent à domicile, on n'a pas forcément toujours la connaissance du type de valve qui est utilisé. Or, le type de valve va être important pour adapter le bon geste en fonction du bon dispositif qu'on a. Nous avons 3 styles de valves différentes pour les valves qui ne sont pas intégrées au PICC Line. Il y a la valve à pression positive. Quand on retire la seringue, il y a un petit flush qui va permettre de maintenir cette pression positive. Et là, il ne faut pas clamper le dispositif. Après, nous avons des valves à pression neutre. Il n'y a pas de mouvement de liquide au moment du retrait de la seringue. Et nous avons des valves à pression négative. Et la valve à pression négative, quand on va retirer la seringue, il y aura un petit flush négatif qui peut provoquer un retour veineux. Pour les valves à pression négative et les valves à pression neutre, il faut faire une manœuvre de clampage qui va permettre d'assurer cette pression positive. À la différence des valves bidirectionnelles qui sont intégrées au PICC Line, parce que ces valves-là n'ont pas le même leurre que la valve bidirectionnelle qui a un leurre, un septum plat. La valve bidirectionnelle intégrée au PICC Line est une valve avec un leurre femelle. Ce leurre femelle, il va falloir le protéger avec un obturateur, à la différence de la valve bidirectionnelle avec un septum plat qu'il ne faut pas fermer avec un obturateur parce que là, on risque en fait d'ouvrir la valve. La valve bidirectionnelle s'ouvre par la pression du leurre de la seringue lors du rinçage. Donc, il faut aussi faire la différence entre le fait que ça soit une perfusion continue et discontinue. En perfusion continue, la valve n'assure plus la pression positive puisqu'elle est ouverte. Donc, en perfusion discontinue, on tient compte du fait qu'elle soit à pression positive, à pression neutre ou à pression négative. Stéphanie, vous nous avez démontré que la formation était importante. Pouvez-vous nous dire comment et où peut-on se former ? Aujourd'hui, on peut se former en allant sur les sites des OMEDIT, donc les observatoires du médicament, qui proposent beaucoup de e-learning, des exercices, des fiches techniques sur tous les dispositifs médicaux. Il y a aussi le CEPIAS, le Pays de Loire, qui propose des fiches techniques sur les dispositifs invasifs, le Midline, le PICC Line ou les chambres implantables. Aujourd'hui, il y a des centres hospitaliers qui ouvrent leurs portes à des formations, notamment sur la simulation de pansement de PICC aux infirmiers libéraux. Aussi, en HAD, je peux faire de l'information auprès des infirmiers libéraux. Il suffit de nous contacter et on peut proposer de la simulation de pansement de PICC. Alors moi, je ne fais pas de la formation, je fais de l'information, mais je suis très ouverte pour pouvoir répondre aux questions des infirmiers libéraux qui se questionnent sur leurs dispositifs médicaux. Quels risques et conséquences pour le patient ?
Alors pour le patient, toute infection peut avoir un risque aussi bien bénin que très important. On peut avoir de la simple infection qui est la rougeur au niveau du point de ponction jusqu'à l'infection généralisée qui va nécessiter une prise en charge différente. Donc ça va nécessiter des soins qui peuvent être soit des soins locaux, soit des soins généraux avec prescription et administration d'antibiotiques. Le fait d'administrer des antibiotiques n'est pas anodin puisqu'on sait très bien que ça peut générer des résistances au niveau des bactéries. Ça peut également nécessiter une hospitalisation. L'hospitalisation dans un service sain, mais également une hospitalisation, malheureusement, dans un service de réanimation quand l'infection se généralise et devient grave au point d'être en choc septique. Ce type d'infection a également des conséquences concernant le traitement habituel du patient. Le patient a un dispositif, que ce soit un midline ou un pickline, pour un traitement habituel. Si ce dispositif est infecté, il faudra d'une part le retirer, mais également prévoir la pose d'un autre dispositif. Tout ceci a pour conséquence de ralentir le traitement qui était prévu pour le patient et génère en plus une anxiété, un stress qui n'est forcément pas souhaitable lors déjà d'une prise en soin qui peut être assez sérieuse. Il est donc important d'adapter les bonnes pratiques quand on utilise ce type de dispositif puisque ça sert à éviter les complications. J'aurais juste un petit mot à ajouter ou une petite phrase toute simple, c'est « apprenons à prendre soin des patients ». Dans le parcours patient, toutes les étapes sont importantes, de la pose à la prise en charge par l'infirmière. Que pensez-vous du rôle du patient? Le patient a un rôle primordial dans sa prise en charge. Pour moi, le patient, c'est un peu comme le gardien du phare. C'est lui qui va observer, qui va repérer ce qui ne va pas, il va avoir un rôle d'alerte. Et pour cela, il faut absolument qu'il soit informé par l'équipe soignante du type de dispositif qu'il a et également des complications qu'il pourrait y avoir pour qu'il puisse alerter les soignants. Stéphanie, peut-être souhaitez-vous rajouter un mot de conclusion? Oui, je pense que le patient doit savoir que l'hygiène des mains est une barrière primordiale pour la prévention des infections aux soins. S'il doit toucher son cathéter, même si on laisse l'infirmière le faire, s'il doit toucher son cathéter, il doit savoir qu'il doit se désinfecter les mains avec de la solution hydroalcoolique. Il doit savoir aussi que le soignant doit utiliser la solution hydroalcoolique à toutes les étapes de son soin. Aujourd'hui, on dit que le patient et le soignant sont partenaires pour la sécurité des soins.